J'ai participé à mon premier tournoi Extra Grand Battle sur One Piece Card Game et je vais vous partager mon parcours dans cet événement. Bienvenue sur la chaîne Multi-TCG, ici on décrypte l'actualité de tous les TCG, mais parfois on focus sur certains jeux et en ce moment je suis assez investi dans One Piece Card Game. Vous le savez si vous avez regardé les vidéos précédentes, je me prépare pour le régional de Toulouse qui sera le plus gros événement One Piece Card Game auquel je n'aurai jamais participé. Et forcément, ça demande de s'impliquer un peu pour avoir un bon niveau de jeu au moment où je me présenterai à l'événement. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous laisser mettre votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaires et dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Instagram si jamais la passion du carton vous anime également et que vous voulez voir certains posts, certains arrivages ou certaines anecdotes liées à la collection des cartes, One Piece ou autre. Et je fais un big up à nos deux sponsors, Card Nexus et GameGenic, qui nous soutiennent pendant l'année 2026. Le premier est une plateforme multi-TCG pour gérer vos collections et mettre en vente ou acheter vos cartes. Et le second est notre partenaire accessoire qui permet de protéger vos cartes dans les meilleures conditions. Les liens sont dans la description et en les soutenant, vous nous soutenez également. Allez, je vous laisse avec mon débrief de ce tournoi. Bon visionnage à tous. Dans l'optique, encore une fois, de me préparer au régional de Toulouse qui interviendra fin juin sur One Piece Card Game, j'ai participé à un relativement gros tournoi local sur Toulon, dans une boutique qui s'appelle JCL, que je salue. C'était la première fois que j'y allais et tout le monde était très sympa. Ce tournoi-là, vous avez peut-être dû en entendre parler si vous faites partie de la connue One Piece. C'est les tournois Extra Grand Battle, si je dis pas de bêtises, qui sont donc des tournois avec plus ou moins de joueurs et qui permettent aux gagnants de gagner une carte sérialisée de Yamato, Extra Regulation Serial Card Yamato EB02. C'est cette carte-là, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, donc c'est une carte sérialisée d'un personnage plutôt apprécié et qui se monnaie quand même quelques euros. De ce que j'ai entendu, je ne suis pas expert, j'ai pas regardé les dernières ventes réussies sur ces cartes, mais on parle de plusieurs milliers d'euros pour cette carte-là. Sur des tournois qui sont certes des tournois compétitifs, mais qui restent des tournois locaux organisés par des boutiques. Donc on a quand même un EV, c'est-à-dire le retour sur investissement que tu peux avoir en participant à un tournoi sur One Piece qui vraiment bat absolument tous les records. Donc cette carte-là étant très prisée, on avait forcément des gens plutôt chauds qui participaient à cet événement-là. Donc moi, c'était une bonne marche, entre guillemets, un premier niveau pour pouvoir tester mon niveau pour le régional de Toulouse, sachant que sur One Piece, je pars plutôt d'en bas. Je suis un joueur casual, enthousiaste depuis OP6, mais j'ai jamais participé à des tournois très compétitifs. Là, c'était l'occasion de voir un petit peu, ce que je vaux. On avait beaucoup de joueurs locaux, mais aussi surtout des joueurs un petit peu de tous les alentours. Donc moi, je suis de Toulon, il y avait des joueurs de Aix, de Marseille, de Nice. Et donc c'était plutôt sympa. On était quasiment une trentaine, je crois. Donc on est parti sur un tournoi 5 rondes avec top 8. Et il se trouve, et ça moi je l'ai appris 2 jours avant, qu'en fait les tournois Extra Grand Battle sont dans un format particulier. Le format classique de One Piece, c'est le format standard, donc c'est le format où tous les sets, hors ceux qui ont rotationné, sont légaux. Mais il y a un deuxième format, qui lui est un format qu'on peut appeler le Wild pour ceux qui viennent d'Hearthstone, où vous pouvez jouer toutes les cartes, qu'importe la rotation. Les 4 premiers sets de One Piece, donc de OP1 à OP4, sont quand même légales. Et en fait, cette Yamato-là, elle est à gagner dans des tournois qui mettent en avant cette espèce de format non standard, format éternel, comme on pourrait l'appeler sur d'autres TCG, et donc dans lequel toutes les cartes sont légales. J'ai appris ça à 2 jours du tournoi, je m'étais mal renseigné visiblement. Ça n'a pas changé mon envie de jouer Nami, que je vous avais déjà présenté en standard lors d'un report de tournoi précédent, mais par contre ça m'a demandé de modifier un petit peu la liste. Donc pour participer à cet événement-là, donc dans le format extra, il a fallu que j'adapte ma liste de Nami en rajoutant notamment quelques cartes clés qui n'ont pas passé la rotation mais qui sont extrêmement puissantes. Vous allez voir desquelles on parle. Donc comme d'habitude, la petite Nami en version leader parallèle et les petits dons de OP01 parce que je trouve encore à ce jour que ce sont les plus jolis et les plus stylés. Et donc pour la liste, je vais vous la représenter sans rentrer forcément dans les détails parce que ceux qui suivent un petit peu cette aventure vers le régional, eh bien vous avez déjà vu passer la liste. Je reviendrai plutôt sur les petits agencements que j'ai faits pour ce tournoi-là. Donc on a toujours les Catchung Girls qui
sont mandatory depuis des mois, mais qui commencent à ne plus l'être, notamment au Japon. Les joueurs de plus en plus retirent cette Young Girl des listes de Nami, parce que c'est une carte qui se fait gérer très facilement, notamment par Enel. Et donc ça revient à dépenser 2 mana dans une carte morte qui va généralement donner une cible aux interactions de Enel en early game. Et donc ça prend 4 slots qu'on pourrait utiliser pour avoir des cartes un peu plus impactantes en mid game typiquement. Moi j'ai continué à jouer Young Girl. En Europe on est plutôt team de jouer la Young Girl, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de listes qui s'en passent. Ce qui fait donc que Nami a quasiment plus aucun early game. Hein. Nami c'est vraiment un deck qui... le premier tour, tu fais 1 don rien. Deuxième tour, 3 don, je tape à 8000. Et tu commences à jouer sur ton troisième tour à 5 don avec ta Nami pour pouvoir aller attraper un PV à ton oppo. On a les Kumasi donc sur la base Thriller Bark. J'ai continué à jouer la base Thriller Bark parce que globalement, j'avais pas envie de changer de decklist à 2 jours de l'événement. Donc on est parti sur ça. J'ai fait un petit split où j'ai joué 3 Zeus et une Kozuki Iori pour avoir une certaine flexibilité en late game ou en mid game, être capable par exemple de mettre un Moria dans mes PV pour pouvoir avoir un trigger impactant, type un Marco ou un Zoro, je peux vous les montrer maintenant. C'est un peu des flex spots, donc des spots qui sont flexibles sur la decklist et qui te permettent, quand tu as un trigger de Moria à 8, que je vous avais déjà présenté, eh bien de revenir du cimetière, ou pour avoir un gros bloqueur qui va vous faire piocher des cartes, ou alors pour pouvoir vous reprendre un PV. Et le fait que Iori nous permette de mettre Moria directement dans les PV, c'est globalement un top deck convenable en mid ou en late game. Donc ouais, je vais mettre les deux flex spots ici en même temps, même si je voulais parler des spots flexibles plus tard. Au niveau des autres Counter 2000, j'ai 2 Baby 5. Il a fallu faire 2-3 cuts pour entrer notamment les cartes qui sont puissantes en extra battle, et donc j'ai cuté un peu dans les Kikunojo, qui sont des cartes convenables mais sans plus. Le cœur du deck, la curve, ce que vous voulez absolument faire les unes après les autres dans chacune de vos parties, c'est Nami dans Nico Robin, dans Barbe Blanche ou dans Moria. Je vais rajouter le bon Moria que j'avais mis avec la base Thriller Bark. Globalement, c'est votre curve, c'est ce qui va vous permettre de commencer à jouer et d'avoir de l'impact sur le board et de mettre donc de la pression sur les points de vie de votre adversaire. Pour accompagner Moria, on a toute la base Thriller Bark, donc avec les Hogback et avec les Perona. Plutôt classique ça aussi. Et puis ensuite, on a les Borsalino, qui sont donc des cartes un petit peu de résilience qui vous permettent de survivre en late game, en tout cas pour trouver le temps de pouvoir finir votre adversaire. On a un Sanji, parce que lui, il nous permet d'aller chercher la dernière frappe qui va l'étaler notre adversaire à travers une armée de bloqueurs. C'est pas rare de dire, ok, t'as plein de bloqueurs, je vais faire Sanji. Mon Newgate, il est imbloquable, je mets 7 dons sur Newgate, je tape à 19 000. Bon courage. Ça, c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Et enfin, les 3 cartes qui sont vraiment emblématiques de ce format non standard, eh bien, c'est la présence de Red Rock qui n'a pas passé la rotation et donc on ne peut plus jouer dans les decks Nami. Et c'est pas rien du tout. Hein. Ça donne quand même des applications et des textures de game un peu différentes des mirrors de Nami standard par exemple, parce que en extra battle, tu vas te retrouver surtout à compter le nombre d'Edward Newgate que tu as et combien tu peux Red Rock d'Edward Newgate à ton oppo, et ça fait vraiment une différence. Je rappelle que cette carte là, pour 6, vous bottomez n'importe quelle carte de l'adversaire, donc vous la mettez en dessous de son deck. Ça ne déclenche pas d'ailleurs les triggers on-KO de vos cartes, donc c'est vraiment une carte qui est hyper puissante dans le mirror et globalement hyper puissante dans le format contre à peu près toutes les menaces. Donc c'est le vrai gros changement de la liste quand vous jouez en version Extra Battle. Nami, ça reste un bon deck dans ce format-là, hein. Il n'y a pas trop de différence pour l'instant. Il y a seulement 4 sets qui sont sortis à la rotation, sachant que One Piece est un jeu un peu avec du power creep, c'est-à-dire que chaque set introduit des mécaniques un peu plus puissantes que les sets précédents. Globalement, le fait que les 4 premiers sets aient disparu, certes, ça a enlevé certaines decklists, notamment comme des cartes, comme des decks Blurple, donc Youpi Luffy, mais bon, globalement, c'est un peu le même format en Extra Battle.
Salut, j'ai gagné 2 Yamato avec le deck, je te conseille vraiment Mihawk. Incroyable d'avoir gagné 2 Yamato, bien joué à toi. Le Mihawk, effectivement, je l'ai vu qu'après. Le Mihawk, c'est une carte qui, pareil, n'a pas passé la rotation, qui a un drop 9 pour 9. Qui a un drop 9 pour 9000, pardon, qui nous permet en ETB, donc en effet d'arriver en jeu, dans on-play à One Piece, de pouvoir détruire, non, de pouvoir bottom, mieux que ça, une 9 ou moins, je crois, de la part de l'adversaire. Enfin, sur le board de l'adversaire. Ça attrape pas les New Gate, mais c'est excellent notamment pour déloger les Nico Robin. Et encore une fois, comme ça ne déclenche pas le trigger on KO, eh bien vous n'aurez pas à payer un point de vie pour cela. Ah oui, c'est pas des 9 ou moins, c'est des 7 ou moins. Donc globalement, effectivement, ça marche très très bien en mirror, parce que ça va permettre de prendre le board avec un 9000 qui tape bien, et surtout de solutionner Nami et Nico Robin, qui auront été joués par votre adversaire, parce que tout le monde a envie de curver ces cartes-là, sans déclencher leur effet on KO. Le problème, c'est que comme je me suis rendu compte 2 jours avant que je jouais en extra battle, j'ai pas tellement potassé le format, j'ai pas tellement eu le temps d'adapter ma liste, j'ai même pas eu le temps de faire des games sur Simu dans ce format-là, et donc j'avais pas la data sur le Mihawk. Je me suis d'ailleurs rendu compte pendant le tournoi que c'était une bonne carte, non pas parce qu'on me l'a joué en face, mais parce qu'on en a discuté avec des joueurs. Et quand j'ai compris l'intérêt de cette carte-là, je me suis dit effectivement, ah mince, dommage, je pense qu'effectivement des Mihawks auraient été plutôt sympa. Et effectivement, contre Lucie, on va en parler de ce deck-là parce que je l'ai affronté dans les rondes. C'est un match-up qui est relativement mauvais. Et tout l'enjeu de Lucie, c'est de pouvoir jouer un sabot qui coûte 7 ou moins et qui va ensuite déclencher toute la mécanique de son deck. Et ce sabot, il est bloqueur, il tape fort. Et donc effectivement, Mihawk qui peut bottom les sabots du deck Lucie, ça me semble effectivement être une très très bonne option. À tel point que certains decks au Japon ne jouent même plus les New Gate, je pense quand même que c'est une erreur, et joue exclusivement des Mihawk drop 9. Donc, bon, je pense que moi j'aurais fait probablement un petit split par-ci par-là, mais la tech me semble évidemment plutôt très bonne. GG à toi pour les 2 Yamato, tu t'es grave bien mis. Vous verrez si moi aussi je me suis mis aussi bien ou pas. Première ronde, j'affronte... Et voilà, je vais pouvoir vous mettre le deck à l'écran. Un Mirror de Nami. Forcément, c'était attendu. Je pense que ça devait être un des decks les plus représentés sur la ligne de départ avec Enel. Enel qui est toujours aussi fort aussi dans ce format-là. J'affronte un Mirror de Nami. Je gagne pas le toss si je dis pas de bêtises, ce qui est un peu embêtant. Je me demandais, et j'avais demandé d'ailleurs à Flèche avec qui je discute sur Discord pour justement essayer de m'améliorer au jeu, si c'était pas intéressant de prendre le go second en Mirror de Nami pour pouvoir notamment être le premier à résoudre des Edward Newgate, donc cette carte-là. Et il m'avait dit non, prends le go first, tu veux faire la sortie Nami... Robin dans Moria et c'est très bien comme ça. Et puis dans tous les cas, même si ton oppo il Edward Newgate avant toi, l'avantage c'est que toi tu peux répondre par ton Edward Newgate aussi, ou alors par Gomu Gomu no Red Rock qui va gérer le Newgate de ton oppo. Et en plus de ça, ça n'a pas tant de valeur de Newgate en premier parce que pardon, j'ai le chat sur moi. Voilà. Ça n'a pas tant de valeur de Newgate en premier, puisque c'est une carte qui a tendance à pas s'incliner jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que tu développes ton Newgate, mais tu vas surtout t'en servir comme un bloqueur, un tanker, plutôt que comme un frappeur. Donc bon, l'idée, la théorie, c'est que c'est quand même un peu mieux de commencer. Donc j'ai pas le toss, on joue une game, c'est toujours très classique, on fait à peu près rien en early game, si ce n'est que moi j'ai tendance à tanker énormément en early game, c'est-à-dire à valoriser le fait de ne pas prendre mes PV, de défendre, de vider un peu ma main. Ça a plusieurs applications dans le mirror, je trouve, et malheureusement j'ai pas parlé avec des experts de Nami pour savoir si je me trompe ou pas, mais c'est ce que j'en ai déduit à force de jouer quelques parties. Le concept, c'est de dire que de toute façon, les triggers n'ont pas d'impact dans le mirror. C'est-à-dire que toute la base Thriller Bark est même plutôt un downgrade. En mirror, tu voudrais ne pas jouer Thriller Bark au besoin, parce que des attaquants à 5000, ça n'a aucune valeur contre une défenseuse à 7000. Donc le fait de défendre et de ne pas prendre
de potentiel trigger en early game n'a pas de valeur. Le fait de descendre en nombre de cartes en main a très peu de valeur aussi parce que Nami est un deck qui pioche relativement facilement et qui remonte facilement en main. L'avantage aussi en défendant tes PV, c'est que du coup, dès que tu arrives en mid ou en late game, eh bien, toutes les frappes que tu auras défendues à 5, 6 ou 7 000, c'est des frappes en moins que tu n'auras pas à défendre sur des 10 000 ou des 8 000, qui, elles, te demanderont beaucoup plus de cartes et de ressources dans ta main. Et donc, quand tu arrives en mid ou en late game et que tu as plus de PV que ton adversaire, tu as plus de latitude pour justement reprendre la tempo et mettre de la pression à ton oppo. Au-delà de ça, il y a encore un autre intérêt. C'est que quand tu tankes tes premiers PV, quitte à vider ta main, tu ne donnes effectivement pas de draw à l'oppo, parce qu'avec Nami, ton oppo, il pioche des cartes quand il prend tes PV. Donc, il y a aussi cette possibilité de lui couper sa curve en ne trouvant pas, par exemple, sa Nami ou sa Robin. Donc moi, ce que j'ai fait dans le Mirror Match, et je ne suis pas du tout certain d'avoir raison là-dessus. Ça a d'ailleurs été des avis que j'ai pu confronter avec certains de mes adversaires qui du coup pouvaient paraître étonnés parfois que je tank autant en early game. C'était vraiment, moi j'ai aucun problème à me mettre même à 3 cartes en main et à protéger tous mes PV, puisque de toute façon ce qui m'intéresse, en fait, il y a une grande partie des cartes de mon deck qui ne servent à rien. Perona, Hogback, voilà, j'insiste, ces cartes-là n'ont aucune valeur. Ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir ma curve Nami dans Robin. Si j'ai cette curve-là, je peux descendre très bas en main, tanker, protéger mes PV, pas donner de droit à mon adversaire, faire ma curve, et de toute façon, le match-up, il se solutionnera à coup de Newgate et à coup de Red Rock. Voilà, c'était ma lecture du Mirror, et c'est ce que j'ai appliqué pendant tout le tournoi. J'ai appliqué ça lors de mon premier match. J'ai fait une petite bévue à un moment où j'ai fait un Zeus en prenant donc un PV pour casser le Borsalino de mon oppo, ce qui me permettait du coup d'avoir une attaque un peu meilleure. Sauf qu'au moment où je fais le trigger de mon Zeus, j'ai pas pioché une carte, alors que on le fait très souvent, notamment avec Nico Robin. Quand on prend un PV pendant notre tour, ça nous permet aussi de déclencher la capacité de Nami et de piocher une carte. C'est un petit oubli de ma part et c'est pas très grave, ça m'a pas puni parce que j'ai remporté ce premier match avec la stratégie dont je vous ai parlé, très tanky en early game. On a curvé ensuite derrière Nami dans Robin, et puis j'ai eu plus de Newgate que mon oppo, et ça s'est solutionné de manière très safe. J'ai vraiment attaqué que au moment les plus opportuns, j'ai gardé mes Newgate en défense le plus longtemps possible, j'ai pas donné de free trade à mon oppo, et ça s'est relativement bien passé. En standard, je pense que c'est go second pour le Mirror. Ok, intéressant Blue Hawk. En vrai, si t'es un très bon joueur de Nami, et vu que t'as gagné 2 Yamato, je vais croire en tout cas en tes résultats et que tu es un très bon joueur de Nami. Si jamais tu veux m'aider, échanger, discuter avec moi, prendre un peu de ton temps bien sûr, qui j'imagine est très précieux pour me carry, me donner 2-3 infos de match-up, de texture de game sur Nami, je suis très preneur de tout ça. Donc si tu veux me contacter sur Discord ou sur Insta, n'hésite pas, je ne cherche qu'à m'améliorer dans ce jeu, bien sûr. Je suis pas d'accord avec ça, Crématorium. Il y a plus que 2 decks jouables à chaque extension dans One Piece. Je trouve que c'est assez large, justement, le méta de One Piece. Il y a toujours 2-3 decks qui sont au-dessus, mais ça n'empêche pas 3-4 autres decks d'être derrière. Moi, je dirais qu'en standard, actuellement, il y a plutôt 6 ou 7 decks à prendre en compte qui peuvent remporter un événement type régional. Donc, ouais, je minore un peu ton propos. Deuxième ronde, j'affronte un adversaire qui joue Lucie. Donc Lucie, c'est ce deck-là. Lucie, pareil, c'est un deck qu'on connaît bien en standard, mais qui me semble tout à fait fonctionnel en format extra. À noter quand même que j'ai l'impression qu'en extra, les gens ont tendance à jouer Ace aussi, qui est moins populaire en standard. J'ai l'impression que ça s'inverse un peu. En gros, en standard, on a plus de Lucie, un peu moins de Ace. Tandis qu'en version extra, on a un peu plus de Ace et un peu moins de Lucie. Mais globalement, ça reste des decks bleu-rouge qui vont avoir un très bon late game et qui sont, spoiler alert, un très mauvais match-up pour Nami. Et c'est normal. Nami, c'est un deck mid-range mou. Donc ça va être très bien contre les decks aggro et très bien contre les mid-range qui sont moins lourds que lui. Par contre, ça va être très mauvais sur tout ce qui est plus lourd, plus contrôle, plus ramp que lui. Donc tout ce qui est bleu-rouge au global, Vivi, Ace, Lucie, ce sont des match-ups compliqués que pour le coup j'ai fait régulièrement sur le simu. C'est pas ingagnable, loin de là. On peut passer en dessous Lucie si on joue mieux que l'adversaire, si on tape bien, si on tape fort, si on curve convenablement et qu'on tourne un peu autour de ses cartes, ça peut le faire. Mais c'est quand même pas un match-up que tu es content de rencontrer. En ronde 2, j'affronte ce deck-là, qui va jouer donc autour de cette carte-là, bien spécifiquement, qui est donc un sabot 7-9000 bloqueur et on-play qui va nous permettre de jouer un event Dressrosa de notre main.
Bon, typiquement un truc comme Barry Barry Pistol pour pouvoir bottom à un 6000 ou moins sur notre board. Ça va être très fort contre l'ennemi par exemple. Ou alors des cartes comme cette carte-là qui va lui permettre globalement de solutionner à peu près n'importe quelle carte de notre board. Faut imaginer ça comme un deck contrôle. Hein. En gros, tu tankes. Au bout d'un moment, tu fais Sabot, qui est un énorme bloqueur avec des grosses stats et qui va jouer une panoplie d'events gratuitement, notamment avec Sabot, pour pouvoir remove ton board. Et puis ensuite, quand on arrive en late game, il est tellement tanky, il a tellement de bloqueurs avec des stats énormes que tu passes plus jamais. Match-up pas évident. Je sais plus si je gagne le toss ou pas. En vrai, j'en ai plus du tout aucune idée. Et ça, enfin, tu vas aller go first quoi qu'il advienne, quoi. Ça n'a pas plus de valeur que ça. Il n'y a pas trop de dynamique de ma curve impair a plus de sens contre Lucie. Non, tu veux juste go first parce que ça te permet toi de curver tes cartes dans l'ordre avec Nami et Robin. Ce qui s'est passé. Alors moi, mon oppo, il jouait des Cavendish, hein, il jouait pas Bartolomeo. C'est pas la liste de mon oppo, là, j'ai pris juste des listes que j'ai trouvées sur internet. Hein. Chacun de mes oppos avait des listes particulières, mais j'ai pas leur decklist, tu vois. Par exemple, j'ai jamais affronté de Luffy ou de Wiper, donc ne prenez pas en compte que les adversaires que j'ai rencontrés jouaient les listes spécifiques que vous voyez ici. Ça me permet juste d'illustrer mes propos en montrant des cartes spécifiques. On joue la game plutôt classique, j'essaye de mettre le plus de pression possible en early game, c'est-à-dire essayer de taper avec Nabi leader, piocher des cartes, impacter le board, essayer de jouer des personnages à tous les tours. Mon oppo il prend son early game, il prend son temps en early game pour faire des tutos, sculpter sa main. Il a trouvé beaucoup de Rebecca. Rebecca c'est une bonne carte parce que c'est un tuto qui te permet en plus de lui accrocher des dons et avec ces dons accrochés de bloquer. Donc ça veut dire que ça te permet de tanker et de protéger tes PV sans avoir à dépenser des cartes de ta main. Ce qui fait que plus la partie avance, plus mon oppo il a vraiment beaucoup de cartes en main. Je pense qu'il a dû monter à facilement 10 cartes à un moment. Petit à petit, je sens que j'ai du mal à faire tomber ses PV. On est dans un scénario en late game où mon oppo a plus qu'un PV et moi aussi j'ai plus qu'un seul PV, sauf qu'il a plusieurs sabots sur le board et qu'il a vraiment bien réussi à clean le mien. Moi j'ai du mal à trouver et à aligner les new gates qui auraient été vraiment ma porte de sortie pour lui mettre une pression nécessaire pour aller chercher les derniers points de vie. Je ne trouve pas spécifiquement mes new gates, ça arrive, c'est un peu de malchance dans le match-up, mais ça fait partie des cartes que tu veux voir. Et on se retrouve dans un spot bien particulier où je prends mon tour, je ne suis pas capable de tuer mon oppo et je fais une attaque. Et au moment où mon oppo réfléchit et tank un peu pour savoir comment défendre cette attaque-là, le time sonne. Donc quand le time sonne, on passe donc dans une situation où il y a des tours additionnels. Le joueur actif finit son tour et le premier joueur, donc le joueur actif a le tour 0 et le premier joueur a le tour 1. Donc à 10 secondes près déjà, dans une situation où le match-up est compliqué, je me retrouve dans une situation où j'ai le time qui est en ma défaveur. Parce qu'en gros, quand tu es le joueur actif au moment où il y a le time, le joueur ensuite qui était passif, lui, va récupérer le tour 1. Ça va se jouer en 3 tours. Donc il aura le tour 1, j'aurai le tour 2. Et ensuite, il aura le tour 3. Et après, c'est la fin de la ronde. Donc ça veut dire que mon adversaire aura 2 tours pour essayer de me tuer. Tandis que moi, je n'aurai qu'un tour pour essayer de le tuer. Donc c'est un peu en ma défaveur. Par contre, je suis capable de tanker un peu plus parce que j'ai 2 Borsalino. Donc je fais pour 10 mana Borsalino. Je repasse à 3 PV. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au-delà des 3 tours additionnels, il y avait un nouveau timer qui se déclenchait à la fin des rondes. Et ça, je l'ai appris parce que c'était mes premiers tournois en jeu. En gros, tu as 3 tours additionnels, mais tu as surtout 5 minutes pour jouer tes 3 tours additionnels, au-delà duquel le time sonne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué nos tours additionnels. Au moment où le time a sonné, les 5 minutes en plus, enfin en tout cas les 5 minutes qui nous ont été données pour jouer nos 3 tours additionnels, c'était pendant le 3e tour de mon oppo qui allait essayer d'aller au létal en solutionnant mes 2 Borsalino et en tapant mes 3 points de vie avec son armée de sabots, puisqu'il avait plusieurs sabots sur le board. Sauf que au moment où le time intervient, c'est le début du 3e tour de mon oppo. Et là, les organisateurs et les joueurs autour qui regardaient la game nous apprennent, en tout cas moi m'apprennent et apprennent aussi à mon adversaire, qu'en fait à la fin du time et à la fin des 3 tours, si les deux joueurs, entre guillemets, si l'un des 2 joueurs n'a pas gagné et donc que les 2 joueurs ne sont pas départagés, il n'y a pas de draw à One Piece, ça n'existe pas draw, il n'y a pas égalité. Ce à quoi moi je m'attendais. Il
n'y a pas égalité. C'est le joueur qui a le plus de points de vie qui gagne la partie. Et si ensuite les deux joueurs ont le même nombre de points de vie, on regarde le nombre de cartes dans les decks. Et si ensuite les deux joueurs ont le même nombre de cartes dans les decks, je crois qu'on regarde le nombre de cartes dans les mains. Et donc ça, je ne savais pas. Ça marchait aussi comme ça à Dragon Ball Super Card Game. Mais je ne savais pas que Bandai avait réappliqué cette chose-là à One Piece. Ce qui fait que, du coup, mon tour double Borsalino qui me heal de 2, qui me repasse à 3 PV, bah, fait que je gagne cette game, tout simplement, à la fin de l'extra time. Ce qui est hyper frustrant, j'imagine, pour mon adversaire qui avait le match-up et qui a même pas eu le droit de tenter d'aller au létal, quand bien même j'aurais pu survivre avec un trigger Moria spécifiquement qui m'aurait ramené un Marco ou un Zoro. Mais il fallait que j'ai un trigger Moria parce que sinon je pense que je tankais pas du tout son board. Mais moi, voilà, ça me permet de m'en sortir contre un match-up qui est particulièrement compliqué dans une victoire au time que j'attendais même pas, quoi. Le nombre de caractères sur le board first, c'est quoi l'ordre que je donne le bon ordre? Premier ordre, c'est le nombre de points de vie. Ensuite, faites-moi-le dans l'ordre dégressif. Comme ça, on le sait, et les gens qui regardent cette vidéo le savent pour leur prochain tournoi, parce que vraiment, nous, les deux joueurs donc, de la ronde 2, ça nous est tombé dessus, on a tout appris en direct. On ne savait pas qu'il y avait du temps pendant les 3 tours additionnels, donc c'est-à-dire qu'il fallait aussi se bouger, parce que en fait, tu as 3 tours additionnels ou 5 minutes, ce qui fait que les 5 minutes ont sonné pendant le 3e tour de mon adversaire, et on ne savait surtout pas qu'il n'y avait pas d'égalité, et qu'il allait avoir l'un des deux qui allait avoir la victoire en fonction de certains critères. Donc premier départage, le nombre de points de vie. Deuxième, le nombre de cartes dans le deck. Troisième, le nombre de personnages sur le board. Et quatrième critère de départage, le nombre de cartes en main. Donc ça, retenez-le, parce que je pense que ça va arriver souvent dans des match-ups justement très late game, très longs, comme Lucie et Nami, comme des mirrors de Nami. Ça peut avoir de l'impact, ça peut avoir de l'importance. Ronde 3, j'affronte un joueur qui joue Nami, donc on refait un mirror de Nami. Je savais que j'allais en affronter beaucoup lors de l'événement. Je suis dans un spot où j'ai la chance d'avoir gagné le toss, ce qui est plutôt bien, donc je prends le go first. J'ai gagné le toss. Ce qui est important, dans Nami, il n'y a qu'une seule chose que tu veux faire, notamment en mirror, au-delà de ce plan dans le mirror que je vous ai établi et que j'essaie d'appliquer à chacune des games, donc tanker les PV en early, trouver ta curve et ensuite dérouler ta curve et essayer d'avoir plus de New Gate et de Red Rock que ton oppo. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir ta curve, à tout prix. Sauf que là, même si j'ai le go first, sur mes 5 dons, je trouve pas de Nami. Donc c'est un peu dommage. Et surtout, sur mes 7 dons, je trouve pas de Nico Robin. Ce qui fait que n'importe quel autre play a quasiment aucun impact. Je crois que dans ma main, j'ai que des combos. Déjà, j'ai beaucoup défendu mes PV. Et peut-être que là, c'est une erreur. Peut-être que quand t'as pas ta curve, tu dois pas défendre tes PV. Peut-être que j'aurais dû un peu plus prendre mes PV, quitte à être derrière sur la course au PV, avoir moins de latitude pour subir la pression de l'oppo. Je pense que whatever, ça m'aurait mal mis à la fin. Mais ça m'aurait pas mis dans la situation spécifique dont je vais vous parler. Je me retrouve sur 5 dons à rien faire. Et 7 dons, je suis dans un autre spot où je n'ai rien à faire avec ma main. Aucun personnage à développer sur le board. Ma main, ça doit être des trucs comme genre New Gate, double Red Rock et des random counters, je pense. Donc sur mes 7 dons, j'ai 2 options. La première, c'est de mettre 7000 sous mon leader et taper face pour 12 000. Ce qui est nul, parce que j'ai pas besoin d'autant de dons pour taper face et faire en sorte que mon oppo prenne le PV. Ou alors je peux, en me disant que j'ai pas le droit de passer un tour à rien faire, utiliser un Red Rock de ma main, sur 7 dons, pour pouvoir bottom la Nami de mon oppo. Ce qui est exécrable, hein, parce que Red Rock, tu veux les garder pour les Moria ou pour les New Gate, c'est hyper important. Mais j'en ai 2 en main, et rien d'autre à faire de mon tour. Donc sur mes 7 dons, n'ayant pas fait de Nami avant et n'ayant pas de Robin, je fais 6 mana bottom ta Nami. Je vois que mon adversaire est hyper surpris du play. À mon avis, dans sa tête, il doit se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait n'importe quoi. » Et derrière, j'attache 1 au leader et je tape face à 6000. Et ça, en fait, cette séquence de rien sur le tour 5 dons, sur le tour 7 dons, Red Rock sur ta Nami, bah, ça m'a fait instantanément être derrière dans cette game.
derrière mon oppo, il a enchaîné des Newgate. Moi, quand j'ai joué mon premier Newgate, il a pris Red Rock. Sur son premier Newgate, j'ai mis mon deuxième Red Rock, mais derrière, lui a eu des Newgate, et moi, j'avais plus de Red Rock, et j'avais plus de Newgate, j'avais moins de cartes en main que lui, et globalement, j'ai perdu le late game assez bêtement. Et donc, de mon point de vue, je me demande si c'était mieux de garder mon Red Rock en late game, quitte à rien faire sur ce fameux tour 7, juste 7 donne tsunami, t'as pas 12 000, et ok, j'aurais pas impacté le board, il aurait eu une Nami en plus pour commencer à me gratter. Mais en fait, 6000 quand tu peux défendre à 7000, c'est peut-être pas très grave. Ou alors j'ai bien fait et juste shit happen. Des fois tu briques, t'as pas ta curve, t'as pas ta sortie, t'as moins de new gate que ton oppo et tu peux juste rien y faire. Mais j'ai quand même bien fait d'utiliser ces 6 mana plutôt que de passer mon tour à rien faire, sachant que j'avais 2 Red Rock en enlevant la Nami. Et je sais toujours pas aujourd'hui si j'ai bien fait en fait. Le résultat me donne tort parce que je perds ce match. Mais est-ce que en gardant mon Red Rock pour plus tard, en acceptant de rien faire et en laissant sa Nami, est-ce que j'aurais pu potentiellement arracher la victoire? En vrai, j'en sais rien. Je crois que la vraie erreur, c'est de ne pas avoir pris les PV en early au moment où je me suis rendu compte que j'avais pas de curve en main. Blue nous dit, je pense qu'il fallait que tu keep ton Red Rock, car comme t'es un leader à 7K, la Nami ne faisait pas si peur que ça. Ouais, c'était plutôt dans le sens de... Putain, j'ai ce tour à rien faire, j'avais 2 Red Rock en main. Est-ce que ça n'a pas de valeur de retirer au moins un attaquant, ne serait-ce que pour plus tard, ne serait-ce que pour les escaliers de fin de partie? Est-ce que j'aurai la tempo de passer ces 2 Red Rock? Est-ce que de toute façon, je suis pas dans une merde telle que s'il enchaîne les Newgate, que j'ai un ou 2 Red Rock, dans tous les cas, ça ne solutionnera pas mon problème d'avoir loupé toutes mes curves et de ne pas avoir réussi à lui mettre de pression? J'ai l'impression que j'étais dans une situation échec et mat, qui avait plusieurs solutions et que chacune était mauvaise, mais qu'il y en avait peut-être une qui était moins mauvaise que l'autre. Mais prendre mes PV en early pour trouver ma curve, c'était mauvais. Ne rien faire sur ce tour 7, c'était mauvais. Gérer la Nami de mon oppo, c'était mauvais. Et ce qui m'intéresse, c'était quel était le moins mauvais play. Et en vrai, je sais pas vraiment. Donc voilà, j'ai perdu cette game. Je me retrouve à 2-1 dans ce tournoi. J'imagine que sur une trentaine de joueurs, 5 rondes top 8, il faut que je fasse 3-2 et que je fasse partie des meilleurs 3-2 au départage. Quatrième ronde, je réaffronte Nami. C'est la 3e de la journée. Hein. J'ai fait Nami, Lucie, Nami, Nami, mais je le savais qu'on allait faire des mirrors de Nami. Cette fois-ci, je gagne pas le toss. Donc je vais partir go second, comme sur mon premier match. J'applique à la lettre ce que je vous ai énoncé au tout début de cette vidéo, c'est-à-dire tanker le early game, essayer juste de mettre ma curve, remonter en carte en main plus tard et aligner des Newgate et des Red Rock, à ceci près que je loupe ma curve en ne trouvant pas ma Nami. Ce qui fait que mon oppo prend quand même l'avantage sur le board et commence à m'attaquer convenablement en mid-game dans les PV. Je peux pas non plus trop tanker parce que j'ai perdu beaucoup de cartes en main. Par contre, il y a un truc qui me remet automatiquement dedans, c'est que sur une des attaques de mon oppo, j'ai un Trigger Moria qui se déclenche en mid-game. Et ça aussi, je l'ai pas dit, défendre tes PV en early game, ça évite que tes Trigger Moria arrivent en early game. Parce que quand tu as un Trigger Moria en early game, bah, il a aucune valeur, parce que tu n'as généralement rien à ramener de ton cimetière d'intéressant, je veux dire, en dehors d'un Hawkback qui a aucune valeur dans le match-up. Alors que quand tu préserves tes PV en early et qu'on commence à te prendre tes PV en mid ou en late game, là tu as des Trigger Moria qui peuvent ramener notamment des euros. Et c'est ce qui s'est passé donc en mid game, là où mon adversaire avait l'avantage au PV sur le board de par le fait que j'étais go second et que j'avais loupé ma curve, bah, j'avais quand même tanké, défendu mes PV, et donc mon oppo il a attaqué, j'ai eu un Trigger Moria qui m'a donné 1 euro. Impact sur le board avec un 6000 qui tape convenablement, into, je jette une carte de ma main qui est une brique pour pouvoir, donc probablement un Hawkback ou une Perona, pour pouvoir me remettre un PV. Ça a complètement switch la tempo de la game, en tout cas ça m'a remis dans le match-up, et puis ensuite j'ai appliqué ce que je savais faire, hein, c'est-à-dire jouer des Newgate pour tanker, défendre le board, pas donner de free trade, faire les gom-gom sur les bons personnages, et puis à la fin on essaye de faire le meilleur escalier pour aller gagner la partie. Et voilà, c'est vraiment cette game commençait mal, la perte du toss et la tempo qu'avait pris mon adversaire sur la game n'était pas du tout en ma faveur, et le Trigger Moria m'a sauvé. Mais au-delà du fait que ça soit un peu de la chatte d'avoir un Trigger Moria,
je valorise quand même le fait de ma stratégie valorise et en tout cas donne plus de chances d'avoir des triggers Moria Salvateur que de ne pas tanker trop TPV en early game. Parce que justement, ce trigger Moria, je l'aurais eu sur un tour qui n'avait pas d'impact si jamais j'avais pas défendu mes PV avant. Donc, disons que je me suis mis en position de convertir la chance que j'ai eue en ayant ce trigger Moria. Donc, ça m'amène donc à 3 victoires et 1 défaite en remportant ce mirror de Nami. Je suis quasiment sûr d'être top 8 à ce niveau-là. Parce que je suis le meilleur des 3-1, je crois, et que même si j'ai une défaite en 5e ronde, je devrais globalement être le meilleur des 3-2 au départage. J'ai une résistance qui est assez élevée, un truc comme 77%, alors que les deuxièmes, quand je regarde sur l'application, alors que ceux derrière moi sont genre à 58%, tous les joueurs que j'ai affrontés sont plutôt dans les hautes tables. Donc normalement, ça me qualifie plus ou moins déjà pour le top 8, ce qui est une bonne nouvelle. Je suis assez content à ce moment-là de la partie. Du tournoi en tout cas. Ronde 5, j'affronte un adversaire qui joue Youpi Luffy. Alors ça, Youpi Luffy, pour le coup, ça diffère vraiment du format standard parce que ce deck n'est plus jouable en format standard. Par contre, c'est un très bon deck d'extra, de format extra, notamment parce que comme c'est un deck ramp, et un deck ramp mou et écrasant, c'est globalement un match-up ingagnable pour Nami. Et quand je dis ingagnable, je pèse mes mots à tel point que quand je m'assois en face de Youpi Luffy, qui est le seul de la salle, malheureusement pour moi, je m'attends à ce que le match-up soit compliqué. Je le sais, je connais les textures de match-up, je peux anticiper à quel point un héros va mal se comporter contre un autre héros. J'ai jamais fait le match-up, mais je vois très bien comment ça peut être compliqué. Mes 5000 qui vont pas pouvoir mettre de la pression sur les 6000 de mon adversaire. Le fait de devoir attaquer sur mon tour 3 down dans mon Kiddy Luffy, il va prendre son PV, ce qui invalide derrière toutes mes Nami. Le fait que pour lui en late game, ça soit très simple. D'avoir des Mihawk qui vont rendre mes on-KO complètement obsolètes. Le fait que ma défense à 7000 n'a aucune valeur parce que son deck frappe comme un sourd avec des 10 000, avec des 8000 et que le deck pack plein de Red Rock. Bref, je sais que je vais passer un mauvais moment, mais je me dis bon, One Piece c'est One Piece, faut pas jouer les games avant de les avoir joués. Parfois la pratique invalide la théorie, on y va. Le match-up est ingagnable. Je vous le dis, conclusion, je vois pas. Expliquez-moi, j'ai besoin dans les commentaires. Moi, tout ce processus-là, au-delà de créer du contenu, je le fais pour m'améliorer. Je le fais pour que des gens qui voient cette vidéo et qui sont meilleurs que moi, et il y en a plein en France, me donnent des conseils, m'expliquent des choses, me partagent leur savoir, me permettent d'arriver à ce régional de Toulouse avec quelques clés en main et quelques compétences pour espérer peut-être accrocher un top 64. Expliquez-moi comment je suis censé jouer le match-up. Comment je suis censé avoir ne serait-ce que l'espoir de peut-être gagner ce match. Je vous l'ai dit, absolument tout ce que propose le deck Nami est non fonctionnel contre le deck de Luffy. On n'est pas assez véloce et rapide pour lui mettre une pression sur ses PV qui ferait qu'on peut le mettre à portée de létal en early game. Son deck est relativement constant et consistant avec le mulligan pour trouver sa rampe et assez facilement donc du coup ensuite enchaîner sa curve. Tous ses bodies sont énormes. Le fait qu'il ait 6000, tout est 5000 tape pas dedans ou en tout cas très mal. Gum Gum Gigante tank beaucoup trop bien en late game pour espérer trouver des létales en te faufilant dans un trou de souris. Vraiment, je m'attendais en m'asseyant en face du match-up que ça soit difficile. À la fin du match-up, je ne voyais pas... Je pense que si je choisis ma main de départ, je ne gagne pas ce match-up, en fait, pour être plus clair avec vous, quoi. Donc, comme vous l'avez compris, je perds, je suis à 3-2. Je me retrouve premier des 3-2 au départage, ce qui me place en 6e position du top 8. Donc j'aurai pas le toss sur mon premier adversaire. Vous savez que les top 8 sont seedés. Ça veut dire que plus haut tu es dans le classement, plus tu as des chances de pouvoir commencer la game. Le top 8 est en BO3, donc ça veut dire que sur les 3 games que tu vas jouer, tu commenceras 2 games. En tout cas, tu auras le choix de choisir de commencer sur 3 games, donc c'est plutôt intéressant. Sauf que dans mon grand malheur, mon bonheur de faire top 8, je suis 6e. Si je suis 6e, ça veut dire que de par le classement, en quart de finale de ce top 8, j'affronte le 3e du classement. Et vous savez qui est le 3e du classement ?
Je vous laisse deviner le chat, comme ça, au hasard, quand vous l'avez. Vous l'avez chez vous. Le 3e du classement, c'est notre ami Youpi Luffy. Donc je viens de perdre en 5 minutes, expéditivement parlant, ma ronde 5. Je suis qualifié en top 8 et mon premier adversaire, c'est Youpi Luffy. Le match-up que je pense ingagnable. Autant vous dire que le quart de finale n'a pas traîné. J'ai quand même eu une première game assez pushy où j'ai essayé de mettre le plus de patates possible. J'étais go second, donc j'ai joué une Kikunojo sur le tour 2, into une Nami. Tu vois, plutôt que sur le tour 2, ça soit je mets mes dons sur Nami, je tape, tu prends un PV, je te regarde. Là, ça n'a pas trop de valeur parce que de toute façon, le 3e PV, on peut l'enlever avec Nami. J'ai fait plutôt 4 mana, Kikunojo, into Nami, into Robin. J'ai essayé de mettre des dégâts, de mettre la pression, et j'ai entreaperçu la possibilité peut-être d'aller mettre mon adversaire à échec et mat, mais passer le mid-game, c'est Roger, mon leader est à 8000, Roger, mon leader est à 8000, et tu ne fais plus rien. Impossible. Donc mon adversaire était hyper sympathique en plus. En vrai, on a bien rigolé. Lui aussi savait très bien que le match-up était exécrable pour moi, quoi. Mais j'ai pas réussi à m'en sortir. C'était clean, j'ai pris mon 1-0 en 5 minutes sur la ronde 5. Et j'ai pris mon 2-0 en quart de finale en 15 minutes peut-être. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure de temps pour faire le BO3. Tous les autres quarts de finale étaient en train de jouer. C'était peut-être même encore à la première game. Moi, j'avais pris mon 0-2. Allez, au revoir, merci. Fini. Fin du rêve. Là, Yamato s'est réalisé. C'est ciao pour moi. Je ne pourrais pas l'avoir. Donc un peu déçu de par ce scénario-là. J'aurais préféré forcément affronter des match-ups, certes peut-être compliqués, mais en tout cas plus abordables. Dans le top 8, si je dis pas de bêtises, on était 2 Nami, 2 NL, le Youpi Luffy, un Doflamingo, violet, pas bleu, et j'ai pas le dernier. Je ne sais pas quel est le dernier deck. Je réfléchis, mais je ne l'ai pas là. 3 Nami? Non, 2 Nami, je crois. Je sais plus. J'aurais été content d'affronter les NL. Quand bien même un des joueurs d'NL avait l'air très très fort. Plutôt au-dessus de la salle. Un Marco? Non, il n'y avait pas de Marco explicite. J'aurais été content de refaire des mirrors de Nami parce que je me sentais à l'aise dans l'exercice. Doflamingo, j'aurais pas été ravi d'affronter ça. Je pense que c'est pas évident, Doflamingo violet, et je connais pas très bien le match-up. Et forcément, Youpi Luffy, je le savais. La première chose que je me suis dit quand je me suis qualifié sur ce top 8, c'était bon, tout le monde sauf le Youpi Luffy finalement, quoi. C'est juste le match-up que je ne peux pas gagner. Il faut que je l'évite, sachant que lui, il peut difficilement espérer gagner contre Enel. Vous voyez, une espèce de triptyque. Ce deck Youpi Luffy, c'est un deck très polarisé, très mou, très rampe, qui va éclater tous les midranges qui sont pas trop dynamiques, qui va globalement bien se comporter aussi contre les decks rouge-bleu. C'est un peu le roi des decks les plus mous, et donc qui va écraser tout ce qui est écrasable. Par contre, si jamais tu vas très très vite, que tu joues très agressif, ce qui est le cas notamment des decks comme Enel, là tu vas avoir beaucoup de mal à tanker assez en early game pour avoir le droit de t'installer en late game. Et donc ouais, ce deck-là a des faiblesses contre Enel, et a plutôt de gros avantages contre Nami. Et on me demande qui a gagné le tournoi. En vrai, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui a gagné ce tournoi, parce qu'à la fin de mon quart de finale, je suis juste rentré chez moi, comme un grand. J'ai pris mon deck, mes petits pieds, et je suis rentré parce que j'avais perdu, et parce qu'il restait encore 3 matchs. Si j'avais perdu aux portes de la finale, j'aurais peut-être regardé la finale, mais là, bon, j'avais perdu en 15 minutes mon premier quart de finale, il restait encore 2 rondes de plus d'1 heure. Bon, je suis pas resté jusqu'au bout, quoi. Yes, c'était le cas avec Bello Betty déjà à l'époque. Ouais, ce deck-là, historiquement, a toujours eu du mal contre les decks les plus aggro, quoi. En extra, Youpi Luffy peut jouer Big Mom Katakuri. Non, Big Mom est banni tout court. This is a Snake. Donc tu peux pas jouer Big Mom. Tu peux jouer Katakuri, oui. Mais tu peux pas jouer Big Mom.
peux jouer cette Big Mom là, mais tu peux pas jouer celle qui a été bannie. En gros, la banlist, elle est applicable à la fois pour le standard et pour l'extra. Ok, donc conclusion. Déjà, c'était cool. Ça m'a permis d'affronter des joueurs que j'ai trouvé relativement forts, quoi. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui étaient plus forts que moi. Ça m'a permis aussi d'apprendre et d'expérimenter, notamment sur le mirror de Nami. La boutique était sympa, tout le monde était très sympa, tous mes adversaires étaient très sympathiques également. Donc déjà, c'était un bon moment, c'était un bon tournoi. Je suis content d'avoir fait top 8, même si les circonstances font que j'en ai pas trop profité, avec ce back-to-back Youpi Luffy qui me terrorise. Euh, j'ai fait des erreurs, je pense que j'aurais pu mieux jouer, notamment la ronde mirror que je perds contre Nami. Je ne sais pas exactement comment j'aurais pu mieux jouer, mais je pense qu'un joueur très compétent aurait probablement piloté ça différemment. Est-ce que je me sens prêt pour le régional de Toulouse? Pas du tout. Est-ce que j'ai acquis un peu plus de compétences? Probablement, ouais. Probablement. Donc c'était sympa. Sur le fil, parce que finalement, je gagne au time sur un match-up défavorable comme Lucie. Il y a un monde, tu vois, je peux pas dire que j'ai fait vraiment un très bon tournoi. Il se trouve que je fais 3-2, ce qui est quand même du coup une perf plutôt moyenne, on va dire. Certes, ça me met en top 8 et tant mieux. Mais je veux dire, ce 3-2, ça peut être un 2-3 contre mon adversaire de Lucie. Je perds un mirror de Nami. Quand même, j'en ai gagné 2 autres. J'en ai quand même perdu un sur un decision making qui forcément est débattable. Donc je suis un peu nuancé en mode c'était un tournoi avec un très bon niveau et j'arrive à faire top 8 alors que je suis pas un joueur régulier de One Piece, c'est cool. Mais la manière était pas non plus exceptionnelle, on va dire. Donc je sais pas trop quoi tirer comme conclusion de ce tournoi-là, si ce n'est que j'ai passé un bon moment et que j'ai appris des trucs. Mais je crois pas que ça m'ait rassuré sur le fait d'être particulièrement compétent pour accrocher un top 64 de régional. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup à apprendre et je dois pas mal m'améliorer. C'est un jeu de pirate, on s'en fiche de la manière tant que tu passes. Bah oui et non, parce que oui, si jamais ce tournoi était une fin en soi et que mon objectif c'était la Yamato, effectivement, euh, pirate quoi, qu'importe la manière, ce qui compte c'est la Yamato, c'est le trésor. Mais là, c'est plus motivation One Piece, c'est-à-dire que c'est pas la finalité qui compte, c'est plutôt le chemin. Moi, j'ai besoin de prendre de l'expérience, j'ai besoin de challenger mon niveau, de voir si je suis compétent. Et ce tournoi-là, quand bien même je fais un bon résultat, bah, il est quand même teinté de voilà, un peu de chance, un peu de malchance, un peu de. J'ai pas eu l'impression de, de, de- de survoler l'événement, quoi. Et je dis pas que il faut survoler les événements pour top 64 à un régional, mais quand même, tu vois, top 64 régional européen, c'est les 64 meilleurs joueurs d'Europe. C'est pas toujours vrai, hein, il y a plein de gens qui font des contre-perfs et compagnie, mais je pense que dans le top 64, c'est que des mecs qui sont capables d'aller chercher une, deux ou trois Yamato, tu vois. Donc il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin à faire. Et je le ferai. Il me reste encore 30 jours. Donc on va s'y atteler. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit report, de pouvoir m'accompagner dans cette petite aventure, que ça vous a peut-être donné envie de jouer à One Piece, qui est un super jeu. Vraiment, le jeu est trop cool. Je prends trop de plaisir juste à y jouer, qu'importe le scénario des games au global. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que je me suis inscrit à un régional. Ce que je fais pas forcément sur d'autres jeux, hein. Je reste un enthousiaste et un observateur de tous les TCG, mais je m'implique pas spécialement compétitivement dans ces jeux-là parce que manque de temps. J'ai quand même décidé de dédier un peu plus de temps à One Piece cette année, donc c'est pas pour rien, c'est que le jeu me plaît énormément. Donc voilà, j'espère que vous le ressentez, que ça vous donne envie peut-être vous de vous y essayer, pardonnez-moi.